Minerais de la République démocratique du Congo, cobalt, lithium, uranium, est-ce que cela est plus important que les Congolais? Nous allons en parler. C'est ça notre principale thématique. Nous aurons certainement le plaisir de le partager avec nos invités. Alain Atundu Liongo, bienvenue. Bonjour. Voilà, vous êtes politologue, vous êtes aussi un acteur politique. Joe Sekimonyo, économiste, bienvenue. Professeur aussi des universités. Freddy Moulumba, journaliste et politologue, bienvenue. Salut, cher ami. Voilà, monsieur Norbert Yamba, libre-penseur, bienvenue. Voilà, avant que nous ne commencions notre émission, donc on vient à peine d'apprendre la démission du conseiller, du chef de l'État en charge de la stratégie, celui-là, c'est Didier Tshimanga. Que comprendre de cette démission? Nous allons juste épingler pour quelques minutes. On commence par monsieur Joe Sekimonyo. Est-ce que cette décision, elle est responsable ou c'est une fuite en avant? Je ne sais si c'est l'un ou l'autre, mais je pense que c'est une bonne décision, quoi. Il sait pourquoi elle l'a faite, mais en tant qu'homme d'État, je pense que c'est la meilleure des choses. Voilà, c'est la meilleure des choses, monsieur Alain André Atundu Liongo. Une décision de démission est un acte de responsabilité personnelle. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est le sens de cette démission. Démissionne-t-il parce qu'il est convaincu des faits, ou démissionne-t-il parce qu'il voudrait se mettre libre par rapport à l'action éventuelle de la justice? Vous ne voulez pas beaucoup plus épiloguer, on le sent. Monsieur Freddy Moulumba, la démission de Didier Tshimanga, c'est vraiment une responsabilité pour un homme d'État? Oui, je pense que moi je vois beaucoup plus la dimension juridique. Il faudrait qu'il soit quand même jugé et condamné si réellement il y a eu tentative de corruption ou de détournement. C'est pour que ça puisse donner, si réellement il est fautif, que ça puisse donner l'exemple aux autres. Parce qu'il faut dire qu'ici on ne peut pas encore parler de la corruption. Ça a atteint un niveau trop élevé, à tous les niveaux. Notre société est malade. Donc il faut nettoyer. Il faut faire par tous les moyens pour couper ces cancers. Donc, ce cancer peut avoir, on peut l'enlever s'il y a une justice honnête et rigoureuse, s'il y a aussi une presse responsable qui fait des investigations. En Italie, il y a une mafia qui s'est installée. Il y a les juges, mais les magistrats, avec la presse d'investigation, comme ils font cela. Donc, il faudrait aussi que la presse fasse aussi son travail en tant qu'investigateur, mais aussi la justice doit automatiquement convoquer la personne et l'interroger. Comme ça, la société pourra peut-être petit à petit se nettoyer. Monsieur Norbert Yamba, c'est un bon exemple, surtout pour les régimes qui veulent lutter contre la corruption. Et on voit le conseiller qui dépose sa démission. Écoutez, je salue ce courage, cette détermination de démontrer qu'il a l'essence de l'État. Vous savez, la démission n'arrive pas toujours dans notre pays. S'il est parvenu, peut-être dans la triste obligation de le faire, il faut savoir saluer. Mais il a démissionné pour quoi faire? Et là, il faut rechercher... Vous ne condamnez pas l'acte parce que l'acte, il serait impliqué ou il serait piégé par des faux investisseurs qui l'ont enregistré, alors ils ont balancé. Alors dans ces enregistrements, ils demandaient une rétrocommission de 20% sur les investissements et que lui aurait dit que c'est moi le président et que c'est lui qui aurait financé la campagne présidentielle et tout ça. Donc, bon, il y a là, beaucoup ça de sont choses. des détails. L'acte présumé faire mal pour lui, c'est cette manière de mettre en exergue, en vedette, cette relation avec ces fameux investisseurs. Et alors maintenant, pour donner, n'est-ce pas, leçon à toute personne qui voudrait poser ce genre d'actes incontrôlés, je pense, il démissionne. Il aura servi véritablement le régime à dédouaner son image, encore qu'il faut aller un peu plus loin pour établir des responsabilités. Parce que bon, je ne saurais pas dire que c'est vrai ou faux.
il a démissionné. Vous savez, les réseaux sociaux et même tout ce qu'on attend des réseaux sociaux, on ne sait jamais. Mais il n'est pas dit qu'il n'y a pas de vérité dans les réseaux sociaux. On le saura. Celui qui est censé véritablement avoir des responsabilités, pour établir les responsabilités, fera son travail. Là, ce n'est pas à moi de dire quoi que ce soit. Voilà, une toute dernière question, et puis on va passer à notre thématique. Monsieur Sekimoni, vous ne voyez pas que tout le monde n'est pas à l'abri peu des réseaux sociaux, à l'abri de se faire filmer, et c'est un peu une imprudence pour un homme politique de sa trempe d'être certainement attrapé comme ça. Je ne crois pas, c'est juste... il faut comprendre que, pour moi, il y a beaucoup de gens qui vivent en RDC dans un système avec l'état d'esprit primitif. Ils ne comprennent pas le monde moderne. Ils ne comprennent pas que c'est la compétition des idées. Ils ne comprennent pas l'implication de leurs gestes. Par exemple, c'est un média étranger qui l'a piégé. Pourquoi lui? Est-ce qu'il est le seul qu'on a piégé? C'est autre chose. Mais c'est pour démontrer comment on n'a pas compris l'importance de la RDC dans ces conflits globaux ou la compétition, celle qu'on appelle la globalisation. Est-ce que vous ne voyez pas que M. Alain, il a été un peu trop naïf? Il a cru à des investisseurs qui n'existaient que de nous. À chacun ses responsabilités. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'issue de cet acte. Sans la sanction, il n'y a pas de guérison à la corruption. Il faut que cet acte porte à conséquence devant les juges, devant les juridictions, pour qu'on sache est-ce qu'il est innocent, il ne l'est pas. Est-ce qu'il est coupable ou il ne l'est pas. Va-t-il payer les frais de son impudence? Bon, qu'il le fasse. Voilà. Monsieur Freddy, vous avez parlé de la responsabilité de la presse. Alors, qu'est-ce que la presse a à voir dans cette histoire? Parce que je vous ai pris un exemple de la presse, d'abord la presse italienne. Quand il y a eu des problèmes en Italie avec la mafia, il y a eu une presse d'investigation qui a fait que la mafia n'a pas tenu longtemps. Mais cette presse travaillait avec les parquets ou bien les tribunaux. Quand il y a une affaire qui sort, ou bien les gens en parlent, la presse fait l'investigation, il met sur la place publique et les parquets va se saisir de ces problèmes-là. C'est comme ça qu'on doit fonctionner. Même en Amérique, qui dénonce, c'est d'abord la presse. Dès que Washington Post a écrit, automatiquement les juges sont sur toi. Mais chez nous, la presse est complice. Donc, j'ai dit, notre société est malade. Parce que quand toi, tu peux voler l'argent de l'État, ou tu peux être corrompu. Mais dans des deuils, ce sont des voleurs et des corrompus qui sont adulés. Ce sont quand quelqu'un est malade, les voleurs sortent l'argent. Et toi, tu es honnête, on ne te reconnaît même pas. Et quand tu pars au village, on te dit, mais toi, tu pars d'ici, mais regarde, tu n'as même pas une école ici. Mais le voleur a volé, il a pillé, il a construit une école, on le respecte. Donc il y a un problème, nous devons faire un débat de fond sur notre société qui est malade. Et comment s'en sortir? C'est un cas, il ne faudrait pas en faire beaucoup de bruit parce que généralement c'est pour désorienter l'opinion. Il y a de la guerre qui est à l'Est, ça fait 3 mois que les Rwandais occupent le Congo, on n'en parle presque pas. Maintenant, on va encore détourner l'attention des gens, il faut qu'on soit très prudent. Donc, laissons la justice s'en occuper, on va voir. Voilà, on va voir. Monsieur Norbert Yamba, Jean-Marc Kabunda a dénoncé, il dit qu'il avait certainement des preuves selon lesquelles certains proches du président seraient impliqués. Aujourd'hui, les têtes commencent à tomber et les manifestations commencent à se faire voir. Bon, il a dénoncé. On vous sent très réservé. Non, mais parce qu'en fait, je n'ai parlé que sur des choses visiblement établies. Donc, je sais qu'il y a eu une dénonciation, mais jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas vu de preuves. Mais la démission intervient certainement. Est-ce que ça fait partie des éléments de l'évaluation de Jean-Marc Kabunda? Je ne sais pas. Mais bon, là où je n'ai pas aimé la prestation de Jean-Marc, c'est cette manière de balancer de manière globalisante les choses et de ne pas fournir un minimum de preuves par rapport à ça. Et croyez-moi, lorsqu'on balance des choses contre les chefs de l'État, c'est donc toucher la crédibilité de l'image de tout un pays. Et si on le fait en tant que politique, certes, il faut
vous munir des éléments de preuve. Est-ce que la responsabilité de la personne qu'on a suivie en train de négocier avec les investisseurs, est-ce que c'est le chef de l'État? Est-ce que vous avez ressenti quelque chose dans les dires de l'intéressé pour dire que voilà, le chef m'a envoyé pour faire ceci, pour faire cela? Je crois que Alain Toundou, qui a une très grande expérience dans la manière de faire une communication politique, vous a dit c'est une question de responsabilité. Moi, je ne peux pas non plus trop reçu des questions de responsabilité. Voilà, c'était une parenthèse, alors nous la réformons vite. Nous entamons notre thématique, le cobalt, l'uranium, le lithium sont plus importants que les Congolais. C'est ce que semble démontrer par tous ceux qui viennent ici en République démocratique du Congo. Monsieur Sekimono, chaque fois lorsque nous avons des ambassadeurs, nous avons des expatriés qui viennent ici en RDC, ils s'intéressent beaucoup plus aux minéraux qu'aux Congolais eux-mêmes. Oui, mais je dis le problème même de la façon dont on engage ce débat. Je dis c'est encore... Il y a un consensus de politique économique que je dis coloniale, hein, pour moi. Politique coloniale. D'économie politique, que je dis économie coloniale, pour dire ceci. Ça ne devait pas être le débat, à mon avis, qu'on devait engager. Parce que qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que le Congolais offre d'autre? Je dis la solution de la crise mondiale d'environnement va passer par le Congo, sans ou avec le Congolais. On ne doit pas se plaindre si on fait nos têtes, on parle seulement qu'on a le sous-sol, on a le sous-sol au moment où on a... Mais lorsqu'ils viennent ici chez nous, au lieu de s'intéresser à la misère des Congolais, pour eux, ce sont les minéraux qui les intéressent. Vous n'avez pas compris alors le monde. Ils s'intéressent, c'est pas... C'est ça. Mais voilà pourquoi il y a des minéraux, dites minéraux des sons, parce qu'ils veulent s'intéresser aux Congolais. Oui, mais ils peuvent s'intéresser à n'importe quoi. Ils peuvent venir, ils peuvent choisir n'importe quoi. Nous, c'est à nous de dire, OK, pourquoi ils s'intéressent seulement aux minéraux? Et la réponse est qu'on n'offre pas quelque chose d'alternative au monde. On doit parler congolais nous-mêmes. Même quand on parle, aujourd'hui, on parle du budget de l'État, mais on ne parle pas du taux de chômage. On ne parle pas du revenu du Congolais. Qu'est-ce que vous voulez que le monde fasse? Ils viennent chez nous et nous, on dicte indirectement la discussion. Comme aujourd'hui, quand on parle de minerais, ça veut dire aussi, pour nous, le plus important, ce sont les minéraux. Mais si on engageait une discussion sur le chômage, pourquoi? La qualité de moyens de participation des Congolais à une entreprise moderne, eux aussi vont emboîter le pas. Voilà. Monsieur Freddy, Monsieur Sekimono l'a dit, il ne faut pas qu'on puisse se plaindre. On doit certainement s'assumer. Oui, mais je pense qu'il a raison. Nous sommes dans un monde de compétition. Aujourd'hui, il y a la compétition, jusqu'à dire la rivalité entre la Chine et l'Amérique. Je pense que quand le secrétaire d'État est passé ici, on a donné à beaucoup de journalistes les documents sur la politique africaine des États-Unis d'Amérique, la stratégie. Combien de gens l'ont lu? C'est pas le problème. La politique africaine d'Amérique est bien définie. Le secrétaire d'État amène les documents ici. C'est en anglais, on a traduit ça en français. Combien de gens l'ont lu? Tout était très clair. Les minéraux. Mais il ne faut pas reprocher aux Américains. Parce que s'ils ne le font pas, les autres vont le faire. Quelle est notre part de responsabilité? C'est ça le problème maintenant. C'est quoi alors? Ça signifie que jusqu'à présent, on n'a pas encore compris que c'est un monde d'intérêt, il faut définir les nôtres. Ça signifie quoi? Les Chinois viennent avec une ceinture, la ceinture et la route. C'est leur projet. Les Américains viennent avec... actuellement, il y a un projet de 600 milliards de dollars sur initiative d'infrastructure et investissement. Ils ont aussi 600 milliards. Maintenant, nous proposons quoi? Là où vous avez des élites conscientes et qui ont le sens de l'histoire, c'est prendre les deux modèles, donc les deux projets, travailler et discuter avec les Chinois, discuter avec les Américains, regarder nos intérêts. Nous voulons ça pour être pratique. Que ce soit les Chinois, que ce soit les Américains, ils sont dans ce qu'on appelle des paradigmes de 1885. On voit à travers l'Afrique comment on appelle ici, le réservoir de matières premières. On ne parle pas de l'industrialisation de l'Afrique. Si les Chinois les font, si les Américains les font, c'est pour les propres intérêts.
Quel est notre projet à nous? Et moi, j'ai conseillé beaucoup de gens de dire Cheikh Anta Diop, le fondement économique et culturel des États-Unis d'Afrique. Tout est prévu. En ce qui concerne le Congo, on a une mission claire. Combien d'intellectuels économistes congolais l'ont lu? Combien? Donc il ne faut pas penser que les Américains, tout comme les Chinois, tout comme les Russes, ce sont des anges. Ils sont ici pour leurs intérêts. Les nôtres maintenant, il faut les définir, faire appel à des gens qui ont des compétences, qui ont l'expérience, pour avoir un projet très clair, discuter avec les Chinois, discuter avec les Américains, discuter avec les Russes, avec les Indiens. Nous, on est là en train de se plaindre. Par contre, on passe tout le temps dans la jouissance, à tous les niveaux. Nous sommes tellement perdus. Et cette partie, donc cette mutation qui s'est faite, si on ne tire pas d'attention, n'oubliez pas l'esclavage. Hein. Nous serons des esclaves sur notre propre continent. Et surtout pour le Congo ici, n'oubliez pas les mains coupées de Léopold II. Aujourd'hui, ça fait 10 millions. Donc, du temps de Léopold II, on a tué 10 millions. On n'a même pas un procès. On a pris le Congo, on a donné à la Belgique. Maintenant, il y a plus de 10 millions. On vient vous parler de développement. Vous voyez, on n'a pas tiré les leçons de l'histoire. Notre élite est médiocre ou bien inconsciente. Donc le moment est arrivé que ceux qui sont encore conscients prennent les choses en main. On ne les fait pas, on est perdu. Laissez les politiciens faire la politique. Mais quand on est des intellectuels, proposer des voies de sortie. Mais malheureusement, beaucoup reproduisent la pensée des autres et réfléchissent par procuration. On va vous appeler développement, développement. Tout le monde reprend développement. Hier, c'était émergence, émergence. Mais qui vous a noyé? Voilà des questions de fond, de philosophie. Notre problème, c'est nous-mêmes. L'élite congolaise en particulier, africaine en général, n'est pas à la hauteur. Donc, il faut changer de paradigme. Si on veut que les choses changent, donc les choses évoluent demain, c'est le paradigme de la Renaissance africaine. Tout est déjà fait. Les penseurs africains ont réfléchi. Il faut maintenant mettre en pratique. Il faut que les hommes politiques aillent se ressourcer. Les drames, les hommes politiques africains, pour la plupart, ne lisent pas. Voilà pourquoi on est dans cette confusion. On ne sait pas où est-ce qu'on part. Et regardez, je parle toujours le cas des médias. Je suis toujours la France 5, chaque soir. France 5. Oui, oui. Mais il y a des débats, on a appelé des professeurs d'université, des journalistes, des ambassadeurs. On débat. Quelquefois sans porter comment dirais-je, des gants. Mais viens chez nous. Ce sont des insultes. Les débats sur des individus. Des individus. Maintenant, on parle de $21 000 qu'on paye aux députés. Une distraction. Alors que le problème que l'Américain a mené ici des minéraux, cet homme-là, il fallait l'écouter. Je l'ai écouté jusqu'au bout. C'est capital. Voilà les débats qu'il devrait y avoir dans les médias, à l'université et dans les cercles politiques. Mais quand vous partez partout, on cherche toujours du pouvoir pour manger et non pour marquer l'histoire. Voilà notre malheur. Ambassadeur Alain, notre élite est très pauvre. Il faut changer des paradigmes. C'est qu'il faut que notre élite soit certainement à la hauteur. Dixit M. Freddy Moulumba. Vous ne voyez pas que ça va de pair avec ce que M. Sekimouni a dit. C'est que jusque-là, c'est nous qui sommes des problèmes, nous, Congolais. C'est une évidence. Le développement du Congo, la situation sociale du Congolais est et sera toujours l'œuvre du Congolais. La coopération internationale n'est pas une mission apostolique de bienfaisance. Ceux qui étaient à cet effet, c'étaient les missionnaires. Mais tous les autres, vous savez, ce n'est pas parce que nous sommes aujourd'hui 80 millions que les Américains arrivent, que les Chinois arrivent. Non, c'est parce qu'ils savent que maintenant, ils peuvent exploiter telles richesses chez nous. Et c'est à nous de montrer, comme l'a dit Freddy, où se trouve notre intérêt. On vous dit aujourd'hui que nous avons du diamant, nous avons du cobalt, du lithium, il faut l'exploiter pour le peuple, enfin pour la communauté internationale. Avons-nous un plan de développement pour que nos richesses ne soient pas pillées, mais utilisées à bon escient grâce à notre propre vision? Quelqu'un qui vient, oui, je suis capable d'exploiter 50 millions de tonnes de lithium par... Ah oui, il a fait une performance. Mais quel est l'avenir de votre pays? Est-ce que cette exploitation
parce que l'avenir de votre pays va supporter cette exploitation. Il faut réfléchir, comme l'a dit Freddy, il faut réfléchir. Et quand on est incapable de réfléchir par soi-même, il faut lire, parce que la lecture, c'est une conversation d'élite avec l'auteur. Aujourd'hui, si vous lisez Victor Hugo, c'est une conversation d'élite. Émile Zola, c'est la même chose. Donc si vous ne lisez pas, vous vous contentez des feuilles de chou qui disent que M. Mbayamba, contrairement aux apparences, touche 50 000 $ par mois, que fait la misère? Ce n'est pas, d'abord, ce n'est pas Mbayamba qui a déterminé son salaire. L'Assemblée nationale a une cagnotte. Et c'est à l'Assemblée nationale de l'utiliser. Mais c'est le gouvernement qui doit veiller à l'ensemble de la population. Donc, cette question qui est partie de votre complainte sur l'attitude des investisseurs par rapport, soi-disant, à la misère des Congolais, par rapport, soi-disant, à la misère intellectuelle de nos élites, eh bien, nous interpelle et devrait nous amener à nous interroger sur les fondements des relations internationales. Les relations internationales ne peuvent pas être perçues et attaquées sur un seul point de vue. Il faut une approche polygonale parce qu'il y a beaucoup d'intérêts. Lorsque nous assistons à l'arrivée du secrétaire d'État américain, ensuite, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie d'abord qu'ils ont intérêt immédiat. Et quel est l'intérêt immédiat? Je ne pense pas que ce soit tellement les mines. Ils sont en train de faire le rappel, n'est-ce pas? Battre le rappel de leurs alliés pour voir comment ils pèsent encore dans l'opinion internationale. Parce qu'en l'occurrence, il y a une certaine compétition entre les Chinois, les Russes et la masse des gens qui ne disent rien. Et donc il faut vraiment réfléchir. La réflexion. Le monde a évolué à cause de la réflexion. Dans les temps anciens, chaque monarque, chaque chef d'une communauté, d'un État, avait toujours à ses côtés un philosophe et un religieux. Religieux. Oui, parce que ce sont des gens qui ne sont pas attirés par l'instant présent, le côté. Ils projettent l'avenir. Il faut pouvoir projeter l'avenir de ce pays à 100 ans. Nous devons suivre l'exemple des Chinois. Les Européens, nous les Africains, c'est à l'année ou au mandat. Bon, les Européens, le siècle. Mais les Chinois, c'est 1000 ans. 1000 ans. Donc ça signifie que s'il rate le premier siècle, il a encore 9 autres. Mais nous, si nous ratons le mandat, c'est fini. Donc, il nous faut agir en conséquence, être à même de recevoir les gens qui arrivent et être à même, nous aussi, de sortir pour aller chez eux. Quand le président de la République se déplace, un ministre se déplace, c'est la composition de sa délégation qui démontre la finalité de la mission. Lorsqu'il n'y a que les gens de FEC, on dit « Ah, il va là-bas pour ça ». S'il n'y a que des agriculteurs, c'est pour cela. S'il n'y a que des professeurs d'université, c'est... Alors, il faut veiller à la qualité du déplacement de nos dirigeants. Il faut veiller. Voilà. Monsieur Yambayamba, on parle de la réflexion. C'est quoi? C'est que jusque-là, le Congolais souffre de manque de réflexion pour qu'ils ne parviennent pas certainement à développer ces minéraux qui sont certainement convoités par l'extérieur. En fait, oui, réflexion, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Mais je voudrais, on peut paraphraser mes co-débatteurs pour dire que quand des unités de puissance se rencontrent, l'unité la plus forte domine l'unité la plus faible. Chaque fois qu'il y a rencontre entre des unités de puissance,
Les Chinois disent, celui qui monte sur les tigres ne veut non seulement descendre, mais de le partager. Celui qui a la puissance ne veut pas non seulement céder, mais de le partager avec les autres. J'avais suivi une fois Freddy faire un développement sur les différentes révolutions qui ont existé à travers le monde et qui ont eu une imbrication incidentielle avec l'Afrique. La première révolution, c'était la révolution commerciale. La deuxième révolution, c'était la révolution commerciale qui a abouti naturellement à la déportation des Africains pour aller travailler dans des plantations et compagnie. Deuxième révolution, c'est la révolution industrielle avec l'invention de l'industrie, etc. Il fallait monter des colonisations pour exploiter les ressources que nous avions sur place, etc. Et aujourd'hui, nous sommes au niveau de la révolution numérique. Et cette révolution numérique met en exergue des minéraux stratégiques. Comme vous l'avez dit, le cobalt, le lithium, le coltan, etc. Et donc, regardez l'approche d'occupation, regardez l'approche de relation, regardez l'approche de partenariat. Il n'y a pas match. On a assisté à une diplomatie de vocabulaire. C'est-à-dire, à chaque phase constitue une autre forme de la première phase. Si à un moment donné, la révolution commerciale aboutit à l'esclavage, et puis bon, voilà, la colonisation également, c'est pratiquement l'assujettissement des compatriotes. Attendez-vous avec la transition énergétique, on a besoin véritablement de ces minéraux, et donc, il n'y a pas d'amourette. Il n'y a pas d'amour. Et quand ils viennent, c'est pour défendre leurs intérêts. J'ai beaucoup aimé, ambassadeur Atundouka, il nous disait, mais vous êtes en train de discuter, comment on dit, ce monsieur-là, l'américain là, qui était ici, le secrétaire d'État. Blinken. Alors ambassadeur, il dit, mais vous vous inquiétez pourquoi? Mais lui, il est secrétaire d'État américain, il vient pour soutenir les intérêts américains. Donc, tous ces gens-là, ils viennent véritablement pour soutenir leurs intérêts. À nous maintenant d'avoir notre propre agenda. Quel est notre agenda? Quelle est notre vision que nous pouvons mettre en face? Certainement que la question du paradigme, et Freddy l'a dit, la renaissance africaine, il faut avoir un contenu. Parce que juste là, on est dans une déclaration. Mais quel est le contenu que nous mettons pour qu'un schéma opératoire se réalise? Ça, c'est un paradigme à construire. Mais en attendant que ce paradigme se mette en route, qu'est-ce que nous faisons maintenant pour que nos intérêts puissent entrer dans le diagramme de verre des intérêts des autres? C'est ça. Et moi, j'ai entendu le président, lorsqu'il parlait des zones spéciales industrielles, parce que c'est l'industrialisation qui fait un défaut, et il a été dit, en tout cas c'est une décision qui a été prise, d'avoir des zones économiques spéciales. Dans ces zones économiques spéciales, il y a exonération, par exemple, des impôts, et on demande aux investisseurs qui viennent, naturellement, de construire la dynamique autour de l'extraction, la transformation et la commercialisation, de manière qu'on puisse nous répartir les dividendes. Ça, c'est un processus utile qui peut véritablement aboutir à des valeurs ajoutées. Joe n'aime pas souvent les valeurs ajoutées. Moi, j'ai dit les valeurs ajoutées, c'est une plus-value. Si nous pouvons avoir des dividendes autour de ce que nous faisons, au travers d'un schéma que nous mettons en place, moi, je pense que ce serait quelque chose. Mais croire que les Américains, par amour, ils viennent chez nous pour nous donner quoi que ce soit, mais c'est vraiment être en retard du paysage politique international. Alors, il n'y a pas des amourettes, il y a des intérêts. Alors, c'est à chacun maintenant de préparer son paquet pour être en confrontation avec les autres, de manière à compétir dans cette géopolitique assez agissante. Voilà. Monsieur Sekimonyo, on a parlé de l'élite qui est pauvre, il faut changer de paradigme. Alors, la question, c'est de savoir comment peut-on arriver certainement à changer de paradigme. Il faut toujours réfléchir, comme l'a dit l'ambassadeur, il faut pousser notre réflexion. Qu'est-ce qu'il faut concrètement pour qu'on
le Congolais parvienne à bénéficier de ces ressources naturelles. Ça, c'est très important. On doit commencer pour dire, les gens présument toujours qu'il y a un consensus, comme maintenant. Est-ce que je crois qu'on a une élite médiocre? Je dis non. Je dis il faut comprendre autre chose. Même dans les débats, on a toujours eu avec mon grand frère Norbert, c'est par exemple, il dit valeur ajoutée. Moi, je dis on a besoin d'un boom économique. On va pas se développer avec une valeur ajoutée. On doit créer un boom économique. Ça veut dire, et on en a parlé encore hier, on doit tricher comme tous les autres. On doit tricher. On doit tricher. Les C'est-à-dire pays développés aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils Il faut exploitent. copier ce que les autres font. Non, la formule. On ne doit pas dire, pour moi, les pays comme les États-Unis se développent, la France se développe à cause de l'Afrique. Je dis non, parce qu'ils trichent. Ils trichent. Ils trichent. La Ils dette trichent. de la France, c'est 3 000 milliards. La dette américaine, c'est plus de 17 000 milliards. La Chine... 18 000 milliards. Oui, 18 000 Alors il milliards. faut que la RDC aussi triche. Il faut que comprendre comment ils ont fait la cuisine. Sinon, tout ça qu'on dit, le minerai, on est distrait. Moi, je dis, valeur ajoutée, on a toujours la discuté. Je dis non, il faut un boom économique artificiel. De deux, est-ce qu'on a une élite médiocre? Je dis non, c'est parce qu'il y a une présomption d'un consensus de développement. Moi, c'est pour ça que je disais, je répète, il y a ce que j'appelle les conservateurs qui disent on doit se développer avec le minerai. Mais moi, je me dis libéral au sens congolais. Je dis non, on doit parler des moyens, des qualités de moyens de participation du citoyen congolais. On doit pas, l'État n'est pas là pour faire le bébé, le papa pour prendre et distribuer. Non, on ne doit pas parler, par exemple, accroître les revenus, le budget national. Parce que si Mais comment le faire dès lors que lorsqu'ils viennent ici, les Américains ou les autres, ils viennent déjà en supériorité pour nous imposer leur... Non, ils ne viennent pas leur nous volonté. imposer. C'est encore psychologique. C'est psychologique. C'est psychologique. Qu'est-ce qu'on veut faire? Je dis, par exemple, si on continue à dire le budget de l'État, ils vont venir nous balancer, il faut accroître le budget de l'État, FMI va se pointer. Banque mondiale. Mais, Banque mondiale. Mais si on passe le budget de l'État de 10 milliards à 50 milliards, c'est une mauvaise nouvelle pour les pauvres. Ça veut dire l'État va se mettre en policier, en train de nous soutirer notre argent au moment où personne ne dit c'est un scandale. Quand que la République démocratique du Congo, le SMIC est de $1 la journée. Le taux de chômage, on n'en parle même pas. Maintenant, est-ce qu'il y a des emplois qui ont été créés, les revenus ont augmenté pour aussi justifier que le budget de l'État, qui devait être une conséquence? Non. Est-ce que l'État a besoin des taxes pour accroître son revenu? Non, il peut créer un déficit. Alors, il a besoin de quoi pour accroître ses revenus? Créer des dettes, même internes. Il y a moyen de créer. C'est pour ça que je disais aujourd'hui, le Congolais doit apprendre la différence entre imprimer l'argent et créer l'argent. Imprimer l'argent, c'est la Banque centrale qui l'imprime. Et techniquement, l'État ne doit pas demander à la Banque centrale d'imprimer. Mais créer l'argent, c'est les banques commerciales qui le font. Ça veut dire qu'ils donnent le crédit. Est-ce qu'ils vous donnent $100 000 pour acheter une maison? Non, ça n'existe pas. On doit comprendre la différence des deux. Et c'est ainsi que je dis que même pour les discussions, même pour les élections de 2023, on doit aller se battre idéologiquement. Quelle est la meilleure façon de développer le Congo? Au lieu d'aller avec un consensus, parce que moi je dis quand je regarde idéologiquement, le président Tshisekedi, le sénateur à vie Kabila, Fayoulou, Moïse Katumbi, idéologiquement, ce sont les mêmes. C'est pour ça qu'on a parlé d'alternance, on n'a pas parlé de changement. Ce sont les mêmes à penser le rôle de l'État, qui doit être le père. C'est comme ça qu'on a Bokangalo sous M. Kabila, et on a Bokangalo sous Tshisekedi. Ça veut dire tous pensent, le rôle de l'État, c'est ça, c'est sauver le Congolais. On parle de zones économique spéciale, mais on n'a pas parlé des parcs d'innovation. On doit avoir un parc d'innovation pour appliquer notre découverte ailleurs. On doit parler des idées, se battre pour les idées. Tant qu'on va aux élections avec le consensus, c'est mauvais. On n'a pas d'une élite, si je peux dire, médiocre. Mais la qualité de la discussion, c'est ça qui les rend paresseux. Voilà, la qualité de la discussion. L'élite médiocre, c'est vous qui l'avez évoqué d'ailleurs, M. Freddy. Je le confirme. Oui. C'est vous qui l'avez évoqué. L'élite est médiocre. Faible. Pourquoi je l'ai dit? Quand je dis élite, ce n'est pas des individus. Ce sont des groupes d'individus, groupes de personnes qui travaillent ensemble avec un objectif clair. Je prends tes économistes. Il faut qu'il y ait quand même aujourd'hui des économistes congolais qui réfléchissent sur l'économie du Congo.
Est-ce qu'il y en a? Vous tous là, vous reproduisez ce que les fonds monétaires viennent vous raconter et la Banque mondiale. Donc, vous réfléchissez par procuration. Moi, quand je parle des élites de qualité, c'est qu'ils travaillent ensemble pour le bien de la population de l'État. Donc, je voudrais aussi relever quelque chose d'important, parce que ça, l'information d'ailleurs. Oui, allez-y. L'envoyé spécial du président Biden a déclaré quelque chose d'important. J'ai suivi tout son discours. Bon, sa conférence de presse. Il a dit que le Congo est très important parce qu'il regorge toutes les matières, ou bien toutes les matières stratégiques pour la transition énergétique. Une question, les Congolais sont-ils conscients? Point d'interrogation. Ça, c'est la première question. Deuxième question, deuxième élément. Nous sommes aujourd'hui confrontés à, je dirais, à des conflits géopolitiques entre la Chine et l'Amérique. Mais les questions devraient se poser, pourquoi la Chine et l'Amérique s'affrontent? Ça demande que les ambassadeurs et les autres expliquent à la population pourquoi ils s'affrontent et comment nous on peut tirer les deux de notre côté. Pourquoi l'Afrique, la Chine et l'Amérique s'affrontent sur l'Afrique? La première chose est que, non, je parle même du Congo, pas pour l'Afrique, pour le Congo. Parce que l'homme qui est passé, c'était pour le Congo. Donc, la première chose à faire est à dire que le Congo et la Chine sont les deux pays qui vont concourir au succès de la transition énergétique. Sans le Congo et sans la Chine, il n'y aura pas de transition énergétique. Pourquoi je l'ai dit? Nous avons 64% de cobalt, on vient d'avoir le lithium, il y en a beaucoup, il y a encore le coltan. D'ailleurs, l'envoyé spécial de Biden disait, mais nous sommes un pays béni, on a presque tout. La Chine a 90% des terres rares qui concourent à la révolution numérique et à la transition énergétique. La Chine. La Chine. Mais là où les concepts se compliquent, c'est quand la Chine, donc quand nos matières premières, en particulier le cobalt, c'est raffiné en Chine. Voilà le problème. Et ça nous fragilise. Non, c'est parce que nous n'avons pas compris. Nous sommes dans des débats des élections. Or, l'essentiel, c'est de l'autre côté. Donc, la Chine raffine notre cobalt. Or, la Chine est en compétition avec l'Amérique. Sur le plan technologique, la Chine est en avance. Selon certaines informations, ils sont au niveau de 6G. Donc, on peut parler de 6e génération de communication, quelque chose comme ça. 6G. 6G. Donc, là, j'ai passé 4G, 5G. Maintenant, la Chine est à 6G. La Chine est en avance. Quand quelqu'un maîtrise, donc contrôle les matières premières, donc on peut dire un peu les carburants, comme nous avons les minéraux ici. La personne contrôle les transports. C'est ceux qui vont dominer le monde de demain. La Grande-Bretagne, dans l'histoire, il a contrôlé. D'abord, il y avait les moteurs à vapeur qu'on a industrialisés. Il a eu des bateaux. Mais il utilisait quoi? Les charbons. L'Amérique est devenue forte quand il a mis la main sur le pétrole. Entre-temps, il y a eu des développements sur le plan électrique, et puis il y a eu des avions. Donc, tout était lié. Maintenant, la Chine a le terre rare, 90%. Il a la technologie 5 et 6G. Donc, celui qui va dominer demain, c'est la Chine. Voilà pourquoi les Américains sont en conflit avec la Chine sur nous. Parce qu'ils disent que si on laisse le Congo dans les mains des Chinois, et si toutes les matières partent en Chine, l'Amérique ne sera pas une puissance. On peut les faire du chantage. Donc, mieux vaut contrôler le Congo. Ça, c'est la dimension, je dirais, un peu géopolitique et puis technologique. Il y a la dimension des modèles. Les Américains sont inquiets. Ils disent, les Chinois ont un modèle autoritaire. Nous avons un modèle, et eux, ils ont un modèle libéral, démocratique. Comme la Chine est une puissance, est devenue très puissante, elle risque d'imposer, exporter ce modèle en Afrique. Donc il faut faire par tous les moyens pour que la démocratie reste en Afrique. Troisième élément qu'il faut aussi relever en dehors du modèle, c'est le modèle économique. La Chine a eu une économie forte grâce à l'État chinois. Même pas à l'État chinois, grâce au Parti communiste chinois. Donc l'établissement là, c'est elle qui dirige l'économie chinoise. Toutes les entreprises, c'est l'État qui contrôle. Par contre, en Amérique, ceux qui contrôlent les entreprises sont des privés. Donc vous avez une économie, on peut dire socialiste à la chinoise, capitaliste. en face une économie libérale.
Voilà l'affrontement sur nous. Mais maintenant, le problème pour nous, c'est étudier tous ces conflits, savoir tracer notre voie. Personne ne va faire quelque chose pour nous. Donc c'est là où j'ai dit, on est médiocre, parce que tout le monde qui vient ici vient nous tromper et nous acceptons. C'est notre médiocrité. Donc on ne peut pas comprendre. Un pays comme le Congo, regarde la misère. On a tué l'université. On vient vous dire ici, pour développer un pays, il faut avoir l'argent, tout ça, toutes les théories qu'on amène. Mais quand vous prenez l'exemple du Japon, l'exemple de Corée du Sud, si ces pays se sont développés, c'est grâce à la science. Même l'Amérique. Comment on peut être en dehors de la vérité? Et tout le monde qui vient nous mentir ici, nous sommes derrière parce qu'on doit survivre et avoir l'argent. Voilà notre problème. Voilà pourquoi moi j'ai dit, nous sommes des médiocres. C'est pour qu'on prenne conscience et qu'on change de paradigme. Voilà, qu'on change de paradigme. Ambassadeur, il faut changer de paradigme. Quand bien même nos minéraux sont dans les téléphones, nos minéraux sont certainement pris, et nous, les Congolais, on est laissés comme ça des pauvres. Il faut créer notre paradigme, pas changer de paradigme. Il faut créer. Passer de l'américain au chinois. Il faut Nous créer. devons créer notre paradigme de bonheur. Et ce paradigme sera créé grâce à la valeur ajoutée, qui signifie la création des valeurs de civilisation et de développement. Tant que nous n'aurons pas créé des valeurs qui servent nos besoins de développement et de civilisation, il n'y a pas de valeur ajoutée, il n'y aura pas de développement chez nous. Monsieur Freddy a parlé de terres noires, terres rares, l'envoyé spécial parle de transition énergétique, numérique, etc. Mais comment le Congo peut-il être dans cette compétition sans mathématiciens? Sans mathématiciens. Sans mathématiciens. Tout est mathématique aujourd'hui. Tout. Tout. On peut vous mathématiser, schématiquement. Pour aller à la Lune, il faut des mathématiciens. Mais nous n'avons pas de mathématiciens. Nous avons des juristes, des géologues qui sont là. Tous, ils sont nécessaires. Mais il nous faut aussi des mathématiciens. Des mathématiciens. Des gens, des gens qui réfléchissent sur des hypothèses de travail qui changent l'avenir, qui changent de paradigme, qui créent d'autres paradigmes. Je crois que c'est Freddy. Avant, c'était l'industrialisation électrique, etc. C'était bien. Mais après, c'est le pétrole. Mais nous subissons. Nous admirons avec une certaine impuissance la marche des autres vers le développement. Et notre idéal, en réalité, c'est de ressembler à tel. Non, il faut créer. Et vous ne pouvez pas créer sans la valeur ajoutée. Vous ne pouvez pas créer sans l'intelligence économique. Le Japon ne s'est pas développé comme ça. Il s'est enfermé à envoyer ses citoyens. Ils ont, à partir de l'intelligence économique, ils ont créé leur modèle. Les États-Unis également, la France également. Au moins sur ce plan-là, imitons-les. Imitons-les. Cherchons à être nous-mêmes dans un monde moderne qui évolue, dont nous ne pouvons pas échapper. Nous ne pouvons pas passer notre temps à courir derrière les États-Unis, la France, la Chine. Non, nous devons courir, chercher la voie la plus courte. Peut-être qu'eux, ils vont nous imiter. Il faut travailler. Pour cela, les professeurs doivent lire toute la nuit, mais pas se disputer. Voilà. Freddy Mulumba parle de changer des paradigmes. L'ambassadeur parle de créer de nouveaux paradigmes avec des valeurs ajoutées. Monsieur Norbert Yambaya. Oui, nous avons toujours voulu effectivement la création de ce paradigme parce que j'estime... Avec des valeurs ajoutées, parce que vous êtes contre des valeurs ajoutées. Non. Il est pour, je sais pas. Ah, bon, voilà. Non, Okay. non, mais c'est ce que je veux, les valeurs ajoutées. Mais avec notre propre génie
avec notre propre autonomie, notre propre leadership, notre connexion à notre environnement. C'est très important. C'est ce que l'ambassadeur parlait des valeurs, des civilisations qui sont les nôtres, mais qui auront une importance grandissante dans les différents secteurs de la vie. Si nous avons telle ou telle potentialité, au regard de notre savoir intrinsèque, nous sommes capables d'utiliser cette potentialité, de la transformer pour devenir une possibilité. C'est ce que nous voulons, au lieu, par exemple, que nous disions, voilà les Chinois, voilà les Américains. Les différentes forces à travers le monde se sont déployées naturellement pour créer leur propre paradigme, qui est un système de valeurs, un modèle où ils ont le contrôle, mais qui a un soubassement, qui a une fondation, qui est particulier. C'est très important. Donc moi, j'estime que ce système-là doit avoir des hommes et des femmes qui travaillent à longueur de journée. Malheureusement, le système éducatif n'est pas compatible à ce modèle de personnes. Le système éducatif que nous avons reçu, c'est un système qui nous pousse à la répétition, à la récitation. Lorsqu'il parle de mathématiciens, ce sont des génies qui font des calculs incroyables, des équations allométriques. Tout doit être mathématisé. Mais ici, on bloque la formule et on restitue à l'enseignant et on a un diplôme. Et on croit qu'on a une valeur intrinsèque, une valeur ajoutée. C'est ça la difficulté. Donc, on a des diplômés, mais pas des hommes et des femmes qui sont formés pour transformer leur environnement. Et donc, c'est là qu'il faut revenir au point de repère pour prendre la tangente. Et ça nécessite une vision politique, avec un horizon politique, et aussi une révisitation de l'élite à différents niveaux d'atterrissage. Des grandes réformes également au niveau de l'enseignement, au niveau également du système spirituel. Parce qu'en réalité, quand l'ambassadeur commençait à dire, il dit, mais écoute, les grands chefs à travers le monde, l'histoire l'a démontré, ils étaient toujours à côté des philosophes et des spirituels. Et donc, quand vous voyez même la Chine, pour construire son autonomie, la Chine est partie naturellement de valeurs d'un philosophe qui est un spiritualiste qu'on appelle Confucius. Vous voyez, et c'est là qu'il a ajouté un peu le communisme, un peu le capitalisme mélangé, etc. Il a produit un modèle à la différence des Occidentaux. Mutantis mutandis pour les Japonais, avec le stoïcisme, etc. Nous aussi, nous devons être en mesure de dire quelles sont les valeurs qui peuvent véritablement devenir le socle de notre action. Ces questions-là ne sont pas posées, ces discussions-là ne sont pas mises à la place publique, et nous tous, nous sommes dans les discussions de positionnement, etc. Et ça ne nous permet pas d'avancer. Je voudrais terminer en disant que, en attendant que ce paradigme s'installe, il faut peut-être tricher. Tricher, entre guillemets, c'est pas tricherie imbécile. Donc, c'est une tricherie rationnelle, raisonnée, raisonnable. Les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au départ, avant de faire un montage réussi de leur système, ils ont commencé à envoyer des gens, des étudiants à l'étranger, etc. Et puis bon, ils ont appris les modèles des autres. Et chaque fois, ils revenaient chez eux. Et la théorie de la machine à renverser, ça veut dire en fait, on prend une pièce fabriquée aux États-Unis et on l'amène. Les étudiants qui sont partis là-bas ont appris comment on a monté cette pièce. Mais on va la dépiécer et faire l'inverse de ce que les Américains ont fait. Et ils produisent une machine inversée. Et petit à petit, avec la connexion de leur spiritualité, de leur génie propre, ils ont stabilisé cela au point où, aujourd'hui, la Chine compte autant de brevets, de découvertes, de recherches, plus que la plus grande puissance aujourd'hui que nous connaissons. Je voudrais également dire que la diaspora aussi peut nous aider. Ici, je vois
Sekimonyo, qui est aux États-Unis, etc. Malheureusement, nos diasporas, lorsqu'ils sont là, ils ne sont pas très intéressés à voir ce que les autres font pour nous amener des recettes. Voilà. Et la plupart des recettes que nous avons, ce sont les insultes. On va tourner Vous allez faire la même chose. On va tourner la table pour terminer juste dans quelques mots. On va clôturer notre émission. Monsieur Sekimonyo, vous parlez de créer des dettes. Je vous ai entendu parler de créer des dettes. Monsieur Yamba parlait d'une vision politique. Là, c'est comme piste des solutions. Révisiter ou la révisitation de l'élite congolaise. Pour vous, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui de nos minéraux? Moi, je dis oublions nos minéraux. Je dis ça. Oublions. Pourquoi? Parce qu'il faut se rappeler que le Congo belge, le roi Léopold, il a coupé les mains pour le caoutchouc. Après, on a inventé artificiel et on coupe plus les mains. Ça veut dire aujourd'hui, on est en train de se dire les minéraux qui sont d'importance aujourd'hui, qui n'étaient pas hier, va l'être pour toujours. Il y a toujours une nouvelle formule. Et tant qu'on pense aujourd'hui, trouver des solutions aujourd'hui, ça ne va pas marcher. On doit parler le futur. Deux, je dis ceci. Oui, on doit créer un paradisme. Est-ce qu'il y a une discussion entre les économistes congolais? Non. Parce que la notion dominante aujourd'hui, que je vous rappelle, ce sont des vieux à moi que j'aime bien, mais je dis que ce sont beaucoup plus des évolués que des intellectuels. Hein. On rit avec eux, mais petit à petit ça commence, c'est pour ça que quand je viens, je prêche. Est-ce qu'il y a un modèle qu'on peut adopter? Oui. Moi je vous dis, vous faites l'erreur un jour, vous me donnez le pouvoir, vous allez pleurer. Parce qu'on doit appliquer l'éthicisme. Je prêche ça ailleurs, on parle comme... Appliquer quoi? L'éthicisme. L'éthicisme, c'est-à-dire? C'est un modèle économique, il faut Google ça, c'est toute une émission pour ça. La différence c'est quoi? Ailleurs, on ne me présente pas un professeur, tout ça, on me présente le père du capitalisme, dis-nous, ça c'est quoi? Je viens au Congo, on dit non, professeur d'économie, je tolère. Parce que c'est comme appeler, vous m'avez appelé un diplômé, mais vous me refusez le droit d'être intellectuel. Il faut parler de mes idées, qu'est-ce que j'ai contribué? Et le bon côté pour finir, c'est ceci. J'aime ce débat parce que c'est un débat idéologique. Quelle est la meilleure voie pour le développement au Congo? Je dis non. Je dis mes grands frères ici, ils sont des conservateurs. Ils veulent créer quelque chose de nouveau en s'attachant à quelque chose de vieux. Je dis non. Pour créer quelque chose de nouveau, on va tabula rasa. Tabula rasa. Oubliez le passé. Chef coutumier, ça ne doit pas exister dans notre pensée. Tabula rasa pour créer quelque chose de nouveau. Et pour le créer, on doit créer la monnaie. On doit comprendre le modèle économique nouveau et nos lignes de pensée nouvelles. En attendant que ça c'est une bonne discussion. Merci beaucoup. Vous aviez terminé. Monsieur Freddy. Oui, moi, je ne vais pas beaucoup parler. Okay. Je pense qu'on a eu une chance exceptionnelle l'année passée. Le président Tshisekedi était président de l'Union africaine. Et son mandat, c'était quoi? L'Union africaine au service des peuples africains. Il y aura son mandat. On a ratifié ce que j'appelle, ce qui est connu, la charte culturelle de la Renaissance africaine. Cette charte définit tout. Ce que moi je demande à nos frères de se dire intellectuels, tout ça, diplômés, politiciens, prenez le courage de lire le document. Tu poseras la question même aux gens de culture. Combien ont lu cette charte? Vous allez voir, ils sont combien. Mais le problème ici est que quand l'État congolais l'a ratifié, le Parlement, ça doit être appliqué. Donc tout ce que nous disons ici, le paradigme, tout est dedans. Tout le travail est fait par des intellectuels africains et congolais. En particulier Kamana, que les gens connaissent bien, il est mort dans une pauvreté. Ignoré. Mais ça fait mal. Mais c'est notre faute parce que nous, on ne se donne pas beaucoup d'importance. Nous sommes les premiers à détruire les autres. Donc, il faudrait qu'on mette en pratique la charte culturelle de la Renaissance africaine. Et ça définit la politique congolaise, la politique africaine. Parce qu'au bout de tout ce que nous faisons, il faut avoir une masse critique. Ce qu'on appelle les États-Unis d'Afrique. C'est ce qui va donner le pouvoir, la puissance du développement de l'Afrique. Voilà. Pas les théories qui viennent les États-Unis d'Afrique. D'un Congolais qui vit. Voilà. Monsieur l'ambassadeur, Oui. votre des solutions pour terminer. Je voudrais d'abord commencer par
un constat. Quelqu'un l'a dit. Les anciens disaient Timeo Danaos et Dona Ferentes. C'est-à-dire, les Grecs qui sont nos ennemis nous amènent des cadeaux. Il faut s'en méfier. C'est la guerre de Troie. Eh bien, le Congolais ne doit pas être attentif, ni sensible aux propos lénifiants du genre « vous êtes le scandale, il y a tout ici, il y a tout ailleurs aussi ». La Chine n'est pas moins scandaleuse en ressources que le Congo, ni les États-Unis, ni l'Europe. La Russie aussi. Donc, la Russie. Donc, ce sont des propos qui lénifient nos cœurs et qui nous empêchent d'enfourcher l'effort. Donc ça, il faut, quand quelqu'un vous dit, bon, vous êtes beau, etc., ben, qu'est-ce que vous voulez? Il faut lui poser la question. Oui, donc il faut éviter ça. Deuxièmement, la guerre d'Ukraine, les gens pensent que c'est la Russie et l'Ukraine. Non, c'est une guerre de suprématie. D'abord, une suprématie. Et la Russie est en train de Une reculer. suprématie monétaire. Monétaire. Une suprématie monétaire. Les Européens ou l'Amérique ayant senti que le dollar perdait sa place de valeur refuge et que les Chinois et les Russes pourraient lui succéder, eh bien, ils font tout pour que tout se fasse en dollars. Les Européens ont dit, le Russe, nous vous payons en dollars. Les Russes ont dit, nous c'est en rouble, le yuan. Donc, c'est une guerre de suprématie monétaire, en plus de la suprématie militaire. Ce n'est pas la victoire, mais non, c'est les armes. Vous savez, les Russes ont parlé des Satan II. C'est la capacité destructive de cette arme-là. Les Allemands ont amené un canon sans recul, survécu. Donc, nous devons appréhender. Appréhender, effectivement. Voilà, Monsieur Norbert, on termine avec vous. Oui, bon, il s'agit de questions de minéraux. Et c'est vrai que les minéraux font partie de nos richesses potentielles. Il faut les possibiliser. Et indépendamment de l'expérience chinoise, moi je pense également que la diaspora congolaise peut nous aider. J'ai vu dans ce pays-là, dans beaucoup de ces pays occidentaux, des Congolais qui ont été fondamentalement à l'école, qui ont appris les mathématiques, etc., qui pouvaient bien nous servir à quelque chose. Encore qu'il faut qu'ils fassent une révisitation pour quitter dans l'accessoire. Deuxième chose, je reviens sur la dette. La dette peut nous aider à avoir des moyens pour faire des affectations rationnelles dans le sens de l'acquisition des technologies. Et ces technologies peuvent nous aider à exploiter nos matières premières. C'est très important. Les États-Unis, je crois qu'il l'avait dit là, la plus grande puissance économique, mais qui a une dette, l'équivalence de son produit intérieur brut. Aujourd'hui, on est à 18 000 milliards de dettes. On en a besoin. Et généralement, lorsqu'on triche un peu, on peut créer ce qu'on appelle l'inflation de développement. On crée l'argent et on prend cet argent, on fait des affectations dans la production. Et on va faire quelque chose. Encore que bon, nous puissions revisiter le partenariat gagnant-gagnant, ce n'est pas seulement pour prendre les minéraux avec les Chinois. C'est comme ça que j'avais toujours eu des discussions avec, Merci. avec Freddy. Merci beaucoup. Mais là, j'ai senti qu'il y a une évolution. Merci beaucoup, Monsieur Norbert Yamba. Merci à vous, Monsieur Freddy Mulumba. Joe Sekimono, merci. Et Alain Atundu Liongo, merci. Voilà, vous avez été nombreux fidèles téléspectateurs à suivre ces débats d'idées. Aujourd'hui, c'était un débat à la hauteur. Restez branchés sous Télé 50 et à très bientôt.